Bonsoir. Au sommaire ce soir, sport avec la demi-finale de football São Paulo contre Rio de Janeiro. Fait divers, chute d'un footballeur de Recife lors d'un match de football. Météo, soleil ou pluie sur Bahia pour la finale de football samedi prochain. Notre invité ce soir, spécial football, je reçois Maria Teresa de Silva de Cruz. Bonsoir Maria. Maria Teresa, qui est la dynamique représentante de la Ligue pour le droit à la femme brésilienne de pratiquer le football. Maria Teresa, c'est donc encore aujourd'hui difficile de faire admettre que la femme brésilienne peut pratiquer le football. Hélas, oui. Les autorités font preuve d'un machisme intolérable. Elles sourient même à l'idée d'un championnat national féminin de football. Et pourquoi? Parce que, soi-disant, le football est un sport trop viril. Ah là là. Vous avez, je crois, formé votre propre équipe de football. Bien sûr. Nous avons même remporté la Coupe du Monde contre le FCBB de France. Ah, le FCB? Oui, le Football Club du Bois de Boulogne. D'accord. D'ailleurs, nous voyons la photo. Vous avez votre camarade qui est de dos. C'est Roberto. Le coup franc contre l'équipe des jeunes filles de Bois de Boulogne. Oui. Merci, Maria Teresa. Merci. Juste une dernière nouvelle. Un tremblement de terre à Brasilia, 1200 victimes, des milliers de disparus, mais je vous rassure, le terrain de football n'a pas été touché. Bonsoir. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et mutants. En attendant Godard, saison 16, épisode 21. Cette semaine, émission Souffrance, danse et origine. On a le cœur blessé, torturé par tout le mal qu'on nous a fait. Rien ne pourra calmer notre peine. On sait que, quoi qu'il advienne, on ne pourra plus oublier. Eh oui, vous êtes bien dans En entendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette chanson de Petula Clark, Cœur blessé. Donc, nous allons parler de gens en souffrance, de gens qui en chient. Mais bon, parfois, ça va bien quand même. Mais bon, nous n'oublierons pas. N'est-ce pas Thibaut? Donc effectivement, autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche. T'as pas dit le programme en fait? Non, je vais le dire après, du coup j'ai oublié. Carrément fleuré, bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. À la mise en scène de cette émission, il y a Ulysse, bonsoir Ulysse, et le docteur s'excuse de ne pas être avec nous car il est évidemment encore une fois piégé par le salariat. Mais non, Thibaut, tu es avec moi pour parler d'un joyeux programme. Donc, nous allons parler du dernier film de Jean-Charles Hu, The Soiled Doves of Tijuana, sorti en début décembre dernier dans quelques salles françaises, mais évidemment beaucoup trop peu. Sinon, le dernier film documentaire en date de Wang Bing, disponible actuellement sur la plateforme de arte.tv, Man in Black. Et ensuite, je parlerai du film de Julien Hervé, qui ne parle à personne, mais avec donc Didier Bourdon et Christian Clavier, Cocorico, sorti mercredi dernier dans les salles françaises. Croyez-moi, c'est bien une émission où on ne va pas rire. Je vous préviens tout de suite. Donc voilà, c'est la force en présence, les forces en présence, et nous allons passer tout de suite aux nouvelles 9 de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, les agenda local pour commencer. Thibaut, quel est votre pronostic pour jeudi? Oula. Milan-Rennes. Déjà, j'ai eu faux pour la Coupe de France. Milan-Rennes. Oui, on avait gagné quand même. Pas facile, hein. Non. 3-1 pour Milan. Ah ouais. 2-1 pour Milan. Ouais. Ouais. Soyons quand même... Voilà, soyons optimistes. Voilà, soyons optimistes. En tout cas, ça promet, ça va être compliqué, ça va être dur. Oui, après... Le fait est blessé. Ouais. Impossible n'est pas René. Exactement, voilà. C'est ça. C'est vrai qu'on l'a bien fait contre Arsenal il y a 4 ans. Oui, encore... voilà. Voilà, on ne sait jamais. Pourquoi pas. Donc voilà, sinon cinéma ce dimanche, c'est la nouvelle séance des films du dimanche soir que nous avons la joie de vous proposer avec nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Donc le 18 février à 20h15, ce sera La fiancée du pirate de Nelly Kaplan. Magnifique comédie féroce et antipatriarcale, absolument délicieuse. Thibaut, je vous la recommande, c'est vraiment une petite pépite. Oui, on a discuté du programme alors que je n'ai pas vu le film. Oui, mais moi je vous recommande vraiment un très très beau film dans un pur esprit libertaire des années 70, mais beaucoup moins
d'une paillardise machiste que beaucoup des comédies françaises de l'époque. C'est pas Calmos. Non, exactement, c'est pas Calmos, ça prend au contraire un revers, et c'est pour le coup, c'est pas que ça égratine, c'est que ça écorche. Sinon, le 17 et 18 aussi à l'Arvor, il y a un week-end autour de Claire Simon, notre copine Claire Simon, qui avait réalisé notamment Le Concours, un film adoré ici. Je vous encourage à réécouter notre émission Best-of des 15 ans, où vous avez le droit à un rant de Thibaut que j'ai dû couper parce qu'il était beaucoup trop long. J'avais pas du tout aimé le film. Non, mais moi non plus. J'ai toujours les mêmes réserves, mais apparemment, elle a quand même fait, notamment notre camarade Air Force One Foclay, notre ancien grand timonier, a pas mal travaillé sur son œuvre. Il y a quand même des choses à se mettre sous la dent, donc voilà, elle sera là pour causer de tout ça avec plusieurs de ses films qui seront projetés donc le 17 et le 18 au cinéma Arvor. Sinon, on commence la semaine prochaine, mais je pense que nous vous en reparlerons. C'est le festival Travelling, donc du 20 au 27 sur la métropole rennaise, avec cette fois comme ville, focus, donc Taipei, et le cinéma de Taïwan de manière générale, mais aussi avec évidemment un programme qui brasse beaucoup plus large que le seul cinéma taïwanais, donc avec tout ça. Une sélection qui pour le coup est plutôt chouette, et quand même une sélection de films Taïwan vraiment très belle pour le coup. Oui, alors, parce qu'autant on va partir sur les grands noms du cinéma taïwanais, autant il y a des œuvres du cinéma contemporain taïwanais qui sont quasi invisibles sur le territoire français, qui vont nous et vous être proposés. Donc oui, le programme est goulayant. Voilà, effectivement. Sinon, dans les sorties nationales demain, c'est pas la folie, hein. Même si ça peut m'intéresser, il y a le film de Alix Delaporte, Vivant, ce qui serait un peu ce nouveau sous-genre du cinéma français qui est les fiches métiers au cinéma. Donc après tous les films sur les profs, les vétérinaires, les médecins, tout ce que vous voulez, les assistants de mairie, là donc c'est sur des reporters, c'est un peu du service public porn un peu, mais ça a l'air plutôt pas mal avec Roche Dizem en plus. Et Alice Isa, donc voilà. Oh oui. Et un étonnant sosie de Tom Hardy qui aurait bu trop de Suze. Donc vraiment une version française, mais sur l'affiche c'est bluffant. Okay. T'as vraiment l'impression que c'est Tom Hardy, mais qui a vraiment pas beaucoup dormi. Hein. Bon, pourquoi pas. Voilà, surprenant. Sinon, il y a une comédie française qui va probablement toute pourrie, parce que c'est La Bande à Fifi, réalisée par Rim Karissi, c'est Chien et Chat, donc avec Philippe Lachaud et Franck Dubosc. Donc par contrat, je le verrai un jour ou l'autre, mais voilà, vraiment film. L'autre jour. Voilà, un autre jour. Film tout pour les enfants, une comédie d'action avec un chat et un chien en image de synthèse. Dégueulasse. Qu'on des voix, c'est sacrément moche. C'est pas possible. Oui, ils refont exactement le même gag que dans le dernier film de La Bande à Fifi, réalisé par Tarek Boulali, 3 jours max, où un personnage se fait tracter par une voiture, un truc comme ça, et se prend des poteaux de chantier dans les parties génitales. Parce que quand ça marche une fois, autant le faire toutes les fois. Ah là. Bon. C'est beau le renouvellement. Toujours dans la catégorie comédie française, il y a Maison de retraite 2. Donc Exit, Gérard Depardieu, qui était un peu le personnage principal du premier film, là, il a été évacué avant même que le scandale n'éclate, d'ailleurs, mais bref, pour le coup, c'est bien vu. Il est remplacé par Daniel Prévost et Jean Reno. Donc toujours avec Kev Adams, et réalisé par Claude Zidi Junior, donc le frère de Claude, qui avait réalisé déjà 2 comédies françaises. Le fils de Claude. Oui, le fils de Claude, j'ai dit quoi ? Le frère. Non, oui, le fils de Claude, qui avait notamment réalisé Les Dégains 1 et 2, comédie marseillaise dont le premier film, comme une filiation avec l'œuvre de son père, était un film de bidasse. Ok. C'est très très con, hein. C'est rigolo, mais c'est vraiment très 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 con. Ok. Voilà, sinon il y a pour toi Thibaut, parce que c'est la musique, Rastafari, Ganja, Zion, Babylon, Bob Marley, One Love, le biopic probablement hagiographique et tout mou, puisque produit par la famille Marley. Donc voilà, sur Bob Marley. Ça a l'air quand même sacrément consensuel, propre et pas très intéressant. Ouais, mais pourtant pourquoi pas, hein. Mais il y a quelque chose. Il y aura des choses à faire, mais il y a quelque chose à dire. Mais bon, les films, les biopics produits par la famille en général, c'est rarement positif. Quid de l'engagement politique, de sa passion pour le football. Ah ouais, alors ça, il y aura même juste un film à faire sur le foot. D'ailleurs, c'est même à cause de ça qu'il est mort. Les high trees, le travail sur la section rythmique. Voilà, mais à mon avis, tout ça, ils n'auront probablement pas le droit. Je sais pas. Donc Bob Marley, c'est qui réalise Personne. Ok. Enfin, personne de vraiment connu. Okay. Yaspan probablement. Sinon, il y a un film de je ne sais plus qui avec Laurent Lafitte, Le Molière imaginaire, donc sur Molière. Laurent Lafitte est en ce moment au théâtre en train de jouer Cyrano de Bergerac, et là du coup il joue Molière. Ok. Ça a l'air vraiment fatigant. Okay. Sinon il y a le nouveau film Marvel, Madame Web, avec Dakota Johnson et plein d'autres zouzes qui d'un coup voient des trucs et disent mais c'est bizarre, c'est un peu comme si on était
toutes des femmes araignées, on va s'unir, et il y a Taharaim qui vient là pour cachetonner et payer ses impôts. Ok. Ça a l'air sacrément dégueulasse. Genre vraiment, là, c'est racler les fonds de tiroir pour essayer de faire croire que ça existe encore. Sinon, il y a Nuit Noire en Anatolie. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que je crois que le doc avait envie de le voir. Moi, je le garde juste de côté pour au cas où appeler l'émission Anatolie d'une chute. Mais ça, c'est... voilà. Sinon, il y a un film qui s'appelle Sans jamais nous connaître, qui déjà sent la moiteur et les jeunes gens de tout sexe en flammes, puisqu'il y a les deux sex symboles du cinéma anglais contemporain. Il y a Paul Mescal et Andrew Scott et Jamie Bell. Donc en fait, il y en a trois. Donc histoire d'amour, un peu suave et moite entre jeunes gens. Voilà, sans jamais nous connaître. Et voilà, c'est les films qui sortent en salle. J'avais dit, le mois de février, c'est quand même pas, c'est pas la folie. Hein. Donc voilà, on va passer à la section critique de cette émission. On va partir du côté de Tijuana. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était The Stanley Brothers avec White Dove, magnifique chanson que vous pouvez notamment retrouver dans une magnifique compile Bob Dylan Country's Selection, où donc le grand Bob, en bon historien de la musique et musicologue, avait sélectionné une cinquantaine de ses chansons préférées de country de toutes époques, mais notamment des années 30 jusqu'aux années 50. Là, ça sent le... Ça sent le yodel. Ça sent l'odeur... Ça sent la bonne odeur de... Ça sent le foin. Non, mais quand tu sors un vinyle voilà, qui n'a pas sorti depuis longtemps, ou quand tu ouvres un bouquin qui n'a pas été sorti depuis longtemps, ça sent cette odeur-là. Et donc de White Dove, donc de Blanche Colombe, il en est métaphoriquement question dans le dernier film en date de Jean-Charles Hughes, The Soil Doves of Tijuana, qui est son deuxième long métrage de fiction, puisque son premier c'était en 2009, c'était Carne Viva, qui était plutôt une histoire d'amour une histoire d'amour compliquée entre deux jeunes adolescents à Tijuana, donc pris dans les affres de la violence et de la drogue, qui va dire gangrène Tijuana, parce que donc Jean-Charles Hughes, on en avait parlé ici notamment en 2014 à l'occasion de son second long métrage de fiction Mange tes morts, tu ne diras point, qui suivait donc la BM du Seigneur sur la communauté Yéniche, donc les gitans, donc Yéniche notamment, et qui avait été suivi en 2019 par un autre long métrage de fiction, mais qui cette fois se passait donc à Tijuana. J'en avais parlé ici, c'est Tijuana Bible avec Paul Anderson, qu'on connaît notamment pour la série Peaky Blinders. Et Tijuana, c'est une ville qu'il connaît très bien. Jean-Charles Hughes, donc, qui est cinéaste, scénariste, mais qui est plasticien et artiste vidéaste de formation, puisque depuis plus d'une quinzaine d'années, il se rend très régulièrement donc, dans la ville de Tijuana, qui est une ville frontalière avec les États-Unis au nord-ouest, qui est quasiment collée à San Diego, et qui est une ville qui a été pendant longtemps, et qui est peut-être encore maintenant d'ailleurs connue pour être un peu une ville défouloir, ville repos pour les GI américains qui sont basés donc à San Diego, qui est une grande ville et un grand port militaire, et une ville qui depuis longtemps est connue comme un peu une cité du vice, du crime, du trafic. Là oui. Et Jean-Charles Hughes, donc depuis je crois que son premier court-métrage qu'il a fait là-bas, il y avait La Flore al Culo, et après à partir du milieu des années 2000, il est retourné de manière régulière tous les ans pour des séjours plus ou moins longs. Et ce qui intéresse Jean-Charles Hughes à la fois dans son œuvre documentaire et dans son œuvre de fiction, c'est bien évidemment la marge et des communautés, des groupes de personnages auxquels a priori on ne s'intéresse pas trop par on va dire, le caractère dangereux a priori de ces personnes, en tout cas la dangerosité des microcosmes et des univers dans lesquels ils peuvent évoluer. Et donc là, The Soil Doves of Tijuana, en fait, il retrouve des personnages, on va dire, ou en tout cas des personnes, des vrais gens qu'il a déjà filmés, qu'il a déjà croisés au cours de sa vie et de ses déambulations donc à Tijuana. Notamment, il y a plusieurs personnages qui avaient joué dans son film Tijuana Bible, qui est vraiment un très beau film, qui est aussi très dur, où en plus Jean-Charles Hughes disait que à l'époque où ils ont tourné, donc en 2017-2018, de la vie de tout le monde, hein, c'était un des moments de l'histoire Tijuana où c'était le plus dangereux de vivre et puis d'aller. Effectivement, ce caractère dangereux et ce caractère vraiment intense se retrouve
retrouve devant la caméra de Jean-Charles Hue. Et là, même si apparemment les choses sont relativement calmées à Tijuana, on ressent quand même encore cette détresse, puisqu'on va suivre plusieurs personnages, notamment 2 personnages de femmes. Yolanda, donc, qui jouait dans Tijuana Bible, elle jouait une genre de chamane voyante, et donc Mimosa, qui sont deux désaxés, de marginales qui vivent ou survivent notamment de la prostitution, alors qu'ils ont déjà toutes les deux au moins une 50aine d'années, en tout cas a priori, et qui donc sont pas, je vais dire évidemment, mais outre on va dire, la question de la prostitution, il y a aussi évidemment la question centrale et majeure donc, de la drogue, puisqu'on sait qu'énormément de drogue transitent par Tijuana, soit celle qui remonte d'Amérique du Sud, et c'est une zone de transit assez évidente, parce que c'est aussi un port, il y a la proximité immédiate donc, avec San Diego, et donc la plupart des drogues circulent par là, à la fois le crack, l'héroïne et la nouvelle drogue à la mode depuis quelques années malheureusement, qui est encore pire que toutes celles-là, qui est le fentanyl, en plus de l'oxycodone et ce genre de saloperie. Et donc on va suivre différents personnages dans les rues et dans les bas-fonds de Tijuana. On ira à la fois, on va dire, dans leur logement, mais on verra aussi leur déambulation dans la vie de tous les jours, que ce soit sur les pavés, sur les grandes artères de Tijuana, et de voir un petit peu comment cette galaxie, ce microcosme de personnages n'essaye pas de vivre, mais de survivre, parce qu'on va revenir sur notre dialectique préférée, survivre ou résister. Là, en l'occurrence, c'est plus de la survie que de la résistance, pas forcément par choix, mais plus par dépit. Et je trouve que la beauté du cinéma de Jean-Charles Hue dans son œuvre de fiction ou dans son œuvre documentaire, notamment comme là en plus ce sont des personnes qu'il connaît depuis de très nombreuses années, il y a un véritable amour, une véritable compréhension de ces personnes qui ont quand même des bons trajets de vie de merde, mais il va les filmer toujours à la même hauteur, tous ces personnages, et surtout sans aucune complaisance sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Thibaut. Oui, le film est très dur. Parce que, tu l'as dit, parce que Tijuana, territoire extrêmement dangereux, hein, la littérature journalistique nous l'apprend quasiment tous les jours, et puis même si on est un peu au courant de comment la drogue transite par rapport au Mexique, les guerres de gangs, les assassinats, il y en a beaucoup qui se passent à Tijuana, et l'intérêt du film, non, le positionnement de Jean-Charles Hue est absolument passionnant, parce que tu le disais, en effet, il n'y a pas de complaisance dans le sens où Jean-Charles Hue ne va pas se positionner en tant que documentariste je mets ça entre guillemets, de guerre. C'est-à-dire que on va certes aller dans les bas-fonds de Tijuana, quoique on est quand même beaucoup à ciel ouvert, avec deux jours, avec on reviendra sur l'étalonnage du film, mais avec une captation de la lumière qui est très particulière. On va pas rentrer dans les détritus, on va pas rentrer dans les fonds, mais les fonds les bas de cave, la cave de la cave. On n'est pas, par exemple, si je peux comparer le film et du coup réfuter cette comparaison, on n'est pas dans on avait parlé d'un film, un polar sud-coréen qui s'appelait Limbo, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Qui est sorti au milieu de l'été. Au milieu de l'été, où là on allait vraiment dans les bas-fonds sud-coréens, mais avec un aspect vraiment très craspec. Hong Kong, pardon, excuse-moi, oui. Donc film hongkongais, on allait dans les bas-fonds de Hong Kong, et moi il y avait un côté un petit peu voyeuriste, vraiment très très sale, qui m'avait un petit peu dérangé. Très crapoteux. Très crapoteux. Alors certes c'était radical, mais en même temps c'était très très pesant. Et ici, Jean-Charles Hue se détache en fait de cette approche, comment dire, cette approche poubelle, on va dire. Ici, il n'est pas question de poubelle, il est surtout question d'humanité. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que Jean-Charles Hue va filmer des trajectoires de vie hyper douloureuses. Alors, il ne va pas rentrer dans les détails, bien entendu, le passé de ces femmes, parce que c'est majoritairement des femmes. Il y a quelques hommes qui transitent ici, mais c'est majoritairement des femmes. Le passé de ces femmes est très rapidement convoqué. On ne va pas aller sur une analyse sociologique ou sur une analyse politique ou sur une analyse intime de ces trajectoires-là. C'est un fait. Même si ça revient parfois. Ça revient, mais au détour de dialogue. Voilà, c'est très minime. L'important n'est pas là. En fait, l'important, c'est de capter l'humanité à l'instant T. C'est pas de dire, voilà, elles sont dans la merde parce qu'il y a eu ça, ou ça. Non, elles sont juste dans la merde. C'est comme ça. Et on va essayer, par la captation très particulière de Jean-Charles Hue, qui peut déranger, il faut être honnête. On peut trouver ça
pas maladroit, mais on peut trouver ça peut-être un petit peu malhonnête de la part de Jean Charluy. Moi, j'y vois plutôt une réelle beauté. C'est un procès entre guillemets qui a déjà été fait. Il était venu à Rennes il y a 4-5 ans pour présenter, je crois que c'était au FRAC. Il y avait un de ses moyens-métrages, Topo Ivera, qui suivait aussi deux jeunes dans les bas-fonds de Tijuana, dans leur rapport avec les gangs, avec la drogue, en essayant de vivre une histoire d'amour. Et je me rappelle qu'il y avait des questions du public qui questionnaient son positionnement et les choses qu'il filmait, à la fois parce qu'il recherchait vraiment le danger, ou clairement des fois tu vois qu'il s'est fait braquer par des mecs qui étaient vraiment pas des mecs ultra sympas. Et il y avait la question donc du voyeurisme et la question d'avoir une pulsion de mort en filmant, parce qu'en recherchant à tout prix le danger, en suivant des personnages qui, eux, de toute façon et sans le vouloir, étaient confrontés à cet univers ultra violent et fait de règlement de compte. Oui, puis il y a le positionnement moral. On parlait de positionnement moral la semaine dernière avec The Zone of Interest. Et ici, tu te dis, pourquoi faire des images Alors, quel est le rapport à faire des images aussi belles et à filmer des tragédies aussi puissantes D'autant que c'est son film son film documentaire qui est en termes de photos, parce que traditionnellement, il filmait en vidéo ou en mini DV, je crois qu'il a commencé, donc ce qui donnait effectivement une image beaucoup plus sale, beaucoup plus crade. Alors ici c'est impeccable, beaucoup plus prise sur le vif. Et je sais que sur Tijuana Bad Blood, il avait bossé avec une Alexa, donc plutôt vraiment des caméras de très haut niveau. Et c'est vrai que là, en termes de photos, même si le travail de l'image n'est pas le même, parce qu'on va dire il y a moins ce côté de poésie fantastique qu'il y a dans le film, mais c'est vrai qu'il y a une photo et un étalonnage qui est beaucoup plus travaillé, y compris son travail de la caméra, on va dire, est beaucoup moins brutal en fait dans la manière dont il filme les gens. Oui, il y a beaucoup plus d'élégance, il y a beaucoup plus de douceur, et moi je trouve que c'est un positionnement qui m'intéresse et qui est absolument passionnant, parce que juste par le travail, juste par la colorimétrie de son film, alors l'élégance aussi de son montage, l'élégance de la distance de sa caméra, mais surtout la colorimétrie, je trouve que ça donne de la vie à ces femmes. Et en fait, du coup, il évite l'aspect crapoteux. Ce qui se passe autour, finalement, on l'évacue un petit peu et on essaye de se rendre compte que oui, il y a des tragédies, mais c'est cette survie qui nous importe. Et derrière cette survie, il y a quoi ? Il y a surtout c'est l'humanité qui essaie de survivre à ce niveau-là. Et je trouve qu'il élargit un petit peu le propos, en plus, vers la fin du film, quand il va se mettre à retravailler son image de manière quasi onirique, quasi fantastique. Et ça, c'est une scène de trip à moitié. Oui, c'est absolument délirant, parce que tu te dis, attends, là, on va partir sur un film avec des effets fantastiques. Il va filmer ces femmes comme des princesses, mais est-ce que du coup, il les met pas sur un piédestal? Non, moi je pense pas. C'est pas non plus un trou dans le réel, parce qu'il est vraiment ancré dans le réel. Donc du coup, c'est pas un film fantastique. Mais moi, je trouve qu'il veut essayer de leur donner une espèce d'éternité à ces femmes. En fait, ça elles ont le droit d'exister. Elles ont le droit d'exister dans la rue. Et elles ont aussi le droit d'exister dans la mémoire de Tijuana et nous dans notre mémoire de spectateurs. Donc je trouve que c'est absolument fascinant comme travail. D'autant que ça rejoint en plus quelque chose qui revient assez constamment dans le film, qui est la question de la spiritualité. Et puis la religion, parce qu'on sait que le Mexique est quand même un pays de tradition catholique extrêmement forte, et ça se retrouve dans le film à la fois par des prédicateurs de rue, par des pasteurs qui errent un petit peu dans les rues, tout ça pour aller faire des chants, pour aller faire des commémorations aux gens qui sont morts, ou juste pour célébrer le Christ, et finalement essayer de trouver comme une rédemption dans la bonne tradition catholique, mais une ne va pas forcément embrasser, on va dire, cette tradition catholique, mais ce qui va, je trouve, plus essayer de faire justement par son image et par le prisme des musiques qui sont utilisées pour le film, c'est presque la question de la transcendance, en sachant qu'il y a évidemment la finitude de ces êtres humains-là, et une finitude qui viendra probablement beaucoup plus vite que, on va dire, les gens en bonne santé. Voilà. Et donc, je trouve ça, c'est vrai que pour le coup, très beau, et l'usage donc de cette photo qui est beaucoup plus travaillée, sans tomber non plus dans un truc arty complaisant pour faire chic, finalement sert son propos et sert à mettre en lumière et en relief ces personnages, notamment le personnage de Yolanda, où tu sens vraiment que ça l'affecte son parcours. Alors après, la question se pose, est-ce que le dispositif du film se suffit à lui-même, ou alors est-ce qu'on est également rattrapé par la personnalité, la trajectoire professionnelle de Jean Charluy, où on sait, voilà, comme tu le disais, il aime filmer des territoires dangereux sur des communautés, je mets ça entre guillemets également, dangereuses. En tout cas, avec
sur lesquels il y a énormément d'a priori. Ou du moins, il y a où il y a beaucoup d'a priori. Et du coup, tu dis, mais attends, je connais Jean-Charles Hue, parce que tu vas pas voir un film de Jean-Charles Hue, tu vas pas voir ce film-là de manière spontanée. Voilà, tu sais que si tu vas voir un film de Jean-Charles Hue, c'est qu'il y a un désir de cinéma de Jean-Charles Hue. Et est-ce que sa persona, en tout cas, oui, voilà. Et est-ce que sa persona, du coup, influe directement le dispositif filmique? Ça, c'est absolument passionnant, parce que le film pourrait être vu comme quelque chose de très simple. En fait, on pose sa caméra dans les rues de Tijuana, on filme des accès. Mais c'est un vrai auteur mais en fait, documentaire. Non, voilà. Donc en fait, tu sens que il y a quelque chose qui énerve tout son parcours. Et ce film-là, je trouve, parce que c'est un grand formaliste, hein, même quand dans son cinéma de fiction, moi je me rappelle, il y a des plans de Mange tes morts, on en a parlé il y a 10 ans, mais il y a des plans de Mange tes morts qui me restent encore. Je me souviens de la contre-plongée hallucinante sur l'arrivée du grand frère dans le camp, qui est un moment délectable d'humanité. Un filmage des bagnoles qui était formidable. Qui est incroyable. Mais tu sais que c'est un formaliste, bien entendu. Donc il a une formation de plasticien, mais il va pas en faire quelque chose de gratuit. Et son désir, c'est de faire humanité. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Je dis beaucoup passionnant lors de cette chronique. Mais c'est un désir de faire humanité. C'est aussi un désir de faire corps entre toutes ces personnes-là. Et puis tu as Jean-Charles Hue qui est là par sa trajectoire, et tu as nous en tant que spectateurs qui avons un désir de cinéma de Jean-Charles Hue. Donc tout ça en fait fait corps, ce qui fait qu'on ressort de ce film-là. Alors bien entendu, on a vu pas mal de misère du monde devant nos yeux, mais on en ressort. Alors c'est pas un film naïf, c'est pas un film positif non plus, mais on en ressort. Ça pue pas la santé globalement. Hein. Non, mais peut-être qu'on en ressort un peu mieux. Peut-être que notre regard est... Et peut-être que Jean-Charles Hue éduque notre regard également avec ce dispositif qui est un peu à contre-courant, mais tout ça c'est cohérent en fait. Il est cohérent entre toi, elle et Jean-Charles Hue. Donc en fait, voilà le petit film, non, parce que film en apparence simpliste, mais absolument qui ouvre sur des voies d'analyse, d'interprétation qui est incroyable, et surtout qui te questionne toi sur ton humanité, le rapport que tu as par rapport au désaccès que tu croises même toi dans la rue, dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je pense qu'il gagne son pari par rapport à ce niveau-là. Et puis je le répète, pas le final, mais les 20 dernières minutes, on va dire, où on s'élève, voilà, il y a la transcendance qui arrive, mais on évacue un peu la religion, on part sur autre chose. Ce plan magnifique là, sur la côte, là, sur la mer, là, ces plans de mer là sont absolument magnifiques. Et voilà, tout le monde en fait ici fait éternité, et surtout ces femmes-là font éternité, elles font partie de la mémoire de Tijuana, elles font partie également maintenant de notre mémoire de spectateur. Ouais, parce que ce qui est vraiment beau, c'est que parfois tu pourrais penser que c'est fictionnalisé, ou bien que c'est mis en scène, on va dire, en dirigeant ces personnages. Bien sûr que c'est écrit, c'est un documentaire, tout documentaire est écrit. Mais tu avais ça déjà dans Tijuana Bible, où vraiment il était sur la frange entre les trucs ultra documentaires, très précis et très pointu sur certains aspects, genre de la cam, des shoots, des gens qui vont, qui viennent, et puis la criminalité de manière générale. Mais comme dans tous ces documentaires, tu as un aspect presque fictionnel qui vient dessus, mais qui prend jamais le pas pour finalement garder la vérité documentaire, qui serait beaucoup plus forte que n'importe quelle fiction 100% pur jus qui pourrait faire dans un film comme ça. Tu le vois que que ces femmes ont confiance en Jean-Charles Hue, tu vois qu'ils ont discuté, tu le sens qu'ils ont discuté. À la deux pardon, tu sais, où ils mettaient bien 15 entendu, ans avant de filmer c'est un des quelqu'un. dispositifs de base du documentaire, bien entendu. C'est la rencontre avant, on papote un petit peu pour voir comment on va pouvoir articuler le film. rapport de confiance qui se crée avec bien les gens entendu, qui filment. tout le monde fait ça. Mais on n'est pas dans un rapport on n'est pas chez Flaherty où il a dit à Nanook de dire tu me refais ça, tu me fais ça, tu me refais ça, tu me refais ça. Ici, pas du tout. Il y a quand même il y a quand même une spontanéité. Derrière l'écriture, il reste quand même un petit côté spontané qui fait que le film est vraiment vivant. D'autant que c'est sur un temps long mais très resserré, parce que le film fait donc 1h20, c'est ça. 1h22. Et puis tu as l'impression que c'est 3 jours quoi. Enfin, c'est très bizarre. Mais du coup, je sais plus trop. Oui, voilà. Tu sens la confiance parce qu'il y a des plans. Alors, il y a très peu de gros plans sur les seringues, tout ça, mais en fait, quand ils craquent leur pipe de crack, c'est de manière totalement décontractée. C'est terrifiant. C'est absolument terrifiant, mais en même temps, voilà, on est sur
sur la question du documentaire, Jean-Charles Hue, là, il a bon sur toute la ligne. Donc, en fait, à ce niveau-là, il est inattaquable. D'un point de vue théorie et écriture documentaire, à ce niveau-là, il est inattaquable. Après, toi, c'est tes yeux de spectateur à te dire, est-ce que je suis capable de regarder la misère du monde dans les yeux. Alors, Jean-Charles Hue va te dire oui, parce que regarde, je vais en faire une humanité, je vais travailler mon image, je vais travailler mon montage, je vais travailler mes effets pour faire humanité. Et oui, tu vas pouvoir, à toi maintenant, spectateur, de te sentir plus humain également et d'accompagner les autres avec un regard bienveillant, avec un geste bienveillant, une parole bienveillante. Mais voilà, tout ça fait corps, en fait. C'est un tour de force. Dans l'absolu, le travail de Jean-Charles Hue, à chaque fois, c'est un tour de force. Moi, j'ai pas vu beaucoup de choses de lui, mais à chaque fois, il a une filmo. En fait, il a une filmo dans le cinéma français contemporain. Il a une filmo essentielle parce que de pas de côté, mais parce que il y a d'une c'est clairement la marge. Clairement la marge, mais d'une humanité absolument sans faille, sans jugement. Et justement, il défonce nos clichés. Et rien que pour ça, on lui en est gré. Ça se dit ça? Oui, on lui en est gré, exactement. Donc, on lui est redevable. Voilà, donc The Soiled Doves of Tijuana de Jean-Charles Hue, pas encore disponible en vidéo, mais tout bientôt, on espère. Mais nous, c'est le pouvoir de la presse, hein, vous savez comment on est, on peut parler des choses que le commun des mortels n'a pas. Donc voilà, on va s'arrêter là, on va rester dans le documentaire en parlant d'un homme ordinaire. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Hills avec Ordinary Man, et d'homme ordinaire qui a connu un destin extraordinaire. Donc c'est le cas dans le dernier film de Wang Bing, Man in Black, disponible sur la plateforme arte.tv, qui se centre sur le compositeur chinois Wang Xilin, qui donc film moyen métrage presque, puisqu'il dure 1 heure et 1 seconde. C'est bien, c'est précis. Donc Wang Bing, qu'on connaît comme plutôt cinéaste documentariste fleuve, donc sur des films qui font 5, 9, 12 heures, je crois, pour À l'Ouest des Rails. Mais qui a aussi œuvré quand même d'un cinéma de fiction et un cinéma documentaire, on va dire, plus traditionnel et plus ramassé. Je me rappelle notamment de L'Homme sans nom, qui suivait un ermite dans les montagnes de Chine sans parole pendant 1 heure absolument. Ouais, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait Les Trois Sœurs de Yunnan. Les Trois Sœurs de Yunnan, oui. Et on avait fait à la folie, on en avait parlé aussi. Donc son dernier long métrage fleuve jeunesse est sorti dans les salles françaises en fin d'année dernière. Enfin, la première partie d'une trilogie, le premier faisant déjà 3h30. Normal, quoi, classique Wang Bing. Et donc là, vraiment, un film beaucoup plus ramassé, donc d'1 heure, qui suit ce compositeur qui filme au Théâtre des Bouffes du Nord, donc à Paris, où il apparaît à l'âge de 86 ans complètement nu sur scène. Et le film commence pendant les 20 premières minutes, presque comme une performance d'art ou de danse contemporaine, puisqu'on le voit déambuler sur le rythme de la musique qu'il a donc lui-même composée. On le voit comme ça entrer, presque déambuler dans ce décor noir, nu comme lui. On le voit faire des mouvements divers et variés, presque hypnotiques, et une deuxième partie de métrage va le voir prendre la parole, toujours soutenu par sa musique, pour retracer sa vie, et notamment toute la période chinoise de la révolution culturelle qu'il a connue, et malheureusement que trop bien, puisqu'il va donc expliciter toutes les diverses sévices et puis tortures qu'il aura connues dans les camps de... pas de redressement, mais les camps de rééducation intellectuelle du Parti communiste chinois sous Mao et après la mort de Mao. Et donc toute cette période de la révolution culturelle est extrêmement importante dans son œuvre, parce qu'il va en permanence mettre en relation sa musique et ses compositions avec son propre parcours. Moi, c'est un cinéaste que je ne connaissais absolument pas, parce que déjà en musique classique... Un musicien. Oui, hein? Un musicien. Oui, un musicien, j'y connais strictement Walou, déjà en musique contemporaine et en musique classique ou en musique savante, je suis pas ultra calé, mais la manière dont il parle de son œuvre, à la fois dans des termes musicaux, dans des termes techniques et dans des termes personnels, c'est absolument bluffant et c'est terrifiant, d'autant que Wang Bing, comme souvent dans son travail documentaire, arrive toujours à trouver la bonne distance pour le filmer et pour mettre en valeur et en relief son discours. Oui, alors Wang Bing, l'un des plus grands documentaristes à l'heure actuelle, je pense. On avait parlé des Trois Sœurs et puis de La Folie dans cette émission. Moi, j'avais eu l'occasion de... Alors, j'ai pas vu le film Chronique entier. du femme chinoise aussi, je crois, parce qu'il était sorti en France début des années 2010. Ouais. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir un peu À l'Ouest des Rails, mais c'était dans un musée d'art contemporain.
C'était en Nouvelle-Zélande. Qu'on voyait. Voilà. Lorsque j'habitais là-bas. Et voilà, j'ai pas vu les 12 heures, mais c'était quelque chose d'assez fascinant. Et là, de le revoir travailler un film de 1 heure, c'est... Bon, pour lui, c'est clairement un micro-métrage. Hein. Mais le film n'en demeure pas moins passionnant, encore leitmotiv en fait de cette émission, parce que... D'autant que aussi, comme U, et contrairement à beaucoup de son travail documentaire, il y a une esthétisation presque de l'image qui est assez inhabituelle chez lui. Alors... Enfin, pas inhabituelle, mais oui, parce que déjà, alors Wang Bing est spécialiste du plan très long. Voilà, c'est quelqu'un qui refuse le montage, mais bon, le montage interdit de André Bazin n'est jamais très très loin. Presque de la captation par moment. Voilà, tu te dis, voilà, pour qu'il y ait un vrai effet de réel, il faut qu'il y ait le moins de montage. Enfin, je vous invite à relire le texte de Bazin. Et Wang Bing est plutôt dans cette optique-là. Et ici, voilà. Alors le film, alors ici c'est plus ramassé. Alors les plans restent quand même plutôt longs, mais on n'est pas non plus dans un plan plutôt fleuve, parce que il me semble qu'il y a peut-être la contrainte du temps, voilà, pour une diffusion télévisuelle. Bon, d'habitude c'est 52 minutes, là il fait 1 heure, et il me semble que le film a été tourné sur une seule journée. J'ai cru comprendre. Donc voilà, il y a peut-être aussi des contraintes un petit peu des contraintes techniques, des contraintes un petit peu de logistique, de régie. Mais le film démarre, voilà, c'est très étonnant parce que ce vieil homme nu qui danse, voilà, tu sais pas trop ce qui se passe en fait, et en fait tu vas comprendre après. Parce que autant le début du film, alors avant qu'il danse, il y a quelque chose qui est très important. En fait, c'est que tu vois le compositeur, il déambule sur les gradins du théâtre, et puis il prend un escalier, et puis il descend. Et en fait, tu te dis, putain, là, en fait, on va... Parce que tu sais de quoi ça va, tu sais de quoi ça parle à peu près, et tu fais, ok, là, on va aller vraiment dans les bas-fonds. Après, il y a cette danse, tu dis, mais qu'est-ce qui me fait, en fait, cette danse... Tu sais pas trop comment la définir. Et après, le film va arriver sur un dispositif beaucoup plus classique, d'entretien. Il est assis... Voilà, les questions sont éludées par le montage, mais d'entretien, et puis il va raconter sa vie, en fait, en gros là, de sa jeunesse jusqu'à son travail actuel, parce que même le carton final va nous dire qu'il habite à Mayence, enfin. Donc voilà. Mais en fait, c'est cette descente dans l'escalier plus cette danse, en fait, ne prennent leur sens que quand on comprend vraiment la tragédie de ce compositeur, où voilà, on va descendre dans les souterrains de son intimité. Dans les poubelles de l'histoire chinoise. Et dans les poubelles de l'histoire chinoise, voilà. Donc il y a en même temps un travail intime, parce que voilà, je rappelle que il est nu, il est entièrement nu, et que Wang Bing est un cinéaste qui n'a pas de tabou. Donc il filme ce qu'il a filmé. Donc s'il faut filmer un orifice, il va filmer un orifice. Et voilà. Et en fait, voilà, on rentre vraiment dans les entrailles de ce compositeur-là, dans son intimité, mais vraiment la plus profonde. Quand tu dis ça, t'as l'impression qu'il fait une coloscopie. Peut-être. C'est une coloscopie intime. Oui, voilà, mais oui, mentale. C'est peut-être un peu... Oui, un peu, finalement, un petit peu. Et voilà, ce moment-là, et en même temps, ça contrebalance le dispositif qu'on ne voit pas chez Wang Bing, parce que Wang Bing a n'a pas un dispositif classique, en fait. Il laisse tourner sa caméra, il se promène et tout. Mais là, il y a un dispositif très classique, et du coup, ça contrebalance ce dispositif classique. Et là, tu te dis, voilà, je suis quand même dans un film de Wang Bing. On n'est pas non plus dans un entretien télévisuel de base, de promo qu'on peut retrouver n'importe où, making of, tout ça, machin. Pas du tout. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il va mixer ça, du coup, avec un mixage son époustouflant, où en fait la musique va prendre le pas sur les dialogues, jusqu'à ne plus entendre carrément le compositeur parler. Et tu te dis, la musique est tellement ancrée dans son intimité et dans l'histoire chinoise qu'il n'y a même plus besoin de paroles. On est comme sur de la musique classique. Alors il y a quelques chants qui se baladent ici et là, mais la puissance de la musique est ressortie de manière... C'est quasi un... Alors c'est pas un feu d'artifice, parce que l'imagerie serait beaucoup trop positive, beaucoup trop joyeuse, mais si, c'est un feu d'artifice de noirceur, à la fois intime et politique, qui fait que voilà, le film se suit, parce que c'est une trajectoire incroyable, mais en fait, le dispositif formel est tellement... corrobore tellement la trajectoire de ce compositeur que tu dis, voilà, il y a quelque chose de... Comme le U, c'est pas
un film facile non plus, c'est pas un film aimable. C'est pas aimable parce que ça pue pas la santé encore une fois. Non, parce que Wang Bing reste quand même c'est un cinéaste théoricien, ce que je disais au début, et voilà. Mais par contre, c'est un film à mettre devant tous les yeux pour se rendre compte, ce que c'était l'histoire chinoise de la révolution culturelle, comment elle a fracassé ces artistes, du moins le milieu culturel, et en particulier cet homme-là qui est archi reconnu en fait maintenant. Donc voilà, il y a c'est l'antithèse de Jean Charluy. Il y a pas de couleur, c'est très très sombre, mais il y a quand même presque monochromatique. Oui, mais il y a quand même cette humanité qui s'en dégage, parce que même si les trajectoires sont difficiles, même si la trajectoire est difficile, même s'il y a une vraie tragédie et d'un pays et d'un individu, il reste quand même un homme de 86 ans à poil devant toi qui se livre comme jamais. Et c'est un des plus beaux témoignages de respect qu'on peut avoir envers une personne, une mise à nu au sens propre comme au sens figuré, qui est très rare finalement dans le cinéma contemporain, hein, j'ai envie de dire. Ça peut, c'est pas que ça va choquer, mais c'est que voilà, il y a une vraie radicalité, et en fait on n'attendait pas moins de Wang Bing, cinéaste radical. C'est quand même hallucinant qu'il arrive encore à pouvoir faire des films en Chine, Wang Bing. Je sais pas. Parce que là, c'est clairement un film politique. Hein. On est sur... Vu le révisionnisme du parti sur la révolution culturelle... C'est bien entendu un portrait de musicien, mais c'est aussi un immense film politique. Et oui, tu te demandes comment il fait pour retourner la balle. Donc voilà. Film finalement en lien. Le programme là, de cette semaine était assez cohérent, parce que deux dispositifs qui veulent dire... qui convoquent la même chose. Une humanité meurtrie, mais une humanité qui essaye, coûte que coûte, de s'en sortir, avec des dispositifs complètement différents. Et c'est ça qui fait la beauté du documentaire, c'est qu'en fait on peut être en France, français, aller à Tijuana, chinois revenir en France, et en fait le plus important, qu'est-ce qui se passe, c'est que derrière la merde il y a toujours quelque chose qui pousse, et c'est ça le plus important. Et ça, ce sont des vrais gestes politiques. Voilà. Tu disais survivre ou résister, il y a quand même un petit peu de résistance là-dedans. Ouais, exactement. Donc Man in Black de Wang Bing, disponible actuellement sur la plateforme de arte.tv. On a parlé de souffrance, on a parlé de drogue, on a parlé de torture. Maintenant, parlons racisme avec un petit extrait. Mais je ne veux pas vos guides pour rire. Oh. Mais dehors les Romano. Et oui, et donc c'était un extrait des Visiteurs de Jean-Marie Poire en 1993 avec Christian Clavier, car donc est sorti dans les salles françaises mercredi dernier. On peut presque dire que on l'attendait, donc le hit du cinéma français, la rencontre sur gros écran donc de nos grosses stars de la comédie, Christian Clavier et Didier Bourdon réunis, ce qui a au début été un peu vendu dans les images de tournage comme une comédie autour du vin parce qu'il tournait dans le Bordelais, mais mon Dieu, c'est bien plus que ça, un film déjà ringard rien que par son pitch. Donc Christian Clavier est un gros bourgeois, propriétaire d'un gros vignoble français depuis Louis VI le Gros. Sa fille va se marier avec le fils de Didier Bourdon et Sylvie Testu. Lui, il n'est que simple concessionnaire Peugeot, comme il le répète à plusieurs fois dans le film, parce que le placement de produit, c'est quand même un gros truc du film. Donc évidemment, deux familles que tout oppose, un genre de petit bourgeois de la classe moyenne et un gros aristocrate. Et donc évidemment, comme une bonne idée de ringard, hein, le truc est déjà ringard depuis 10 ans, les enfants offrent à leurs parents des tests ADN pour savoir de leurs origines. Eux qui se pensaient tous soit français pur jus, soit avec des origines italiennes parce que ça fait classe et chic, une française en Toscane et tout ça machin. Et en fait, patatras. Je te spoil le film. Vas-y, envoie. On apprend que Didier Bourdon est à 50% allemand. Donc là, vous allez avoir toutes les blagues possibles ringardes que fait votre tonton sur l'Allemagne, sur les nazis, sur les accents, sur les Mercedes et tout ce que vous voulez. Sylvie Testu, qui n'a jamais connu ses parents. En fait, elle apprend qu'elle est anglaise et qu'elle serait de la famille de la reine d'Angleterre. Donc là, elle va se prendre pour Lady Diana, boire du thé, partir complètement en sucette. La femme de Christian Clavier, Marianne Denicourt, elle, donc, qui pensait être à moitié ritale. Qu'est-ce qu'elle vient de foutre là, Marianne Denicourt? Finalement, en fait, elle est à moitié portugaise. Donc, elle va devenir copine avec la bonne portugaise. Elle va se mettre à aimer la morue. Et donc, Christian Clavier qui fait une petite danse de la joie, car il a 85% français. Il est heureux, mais il reste 15%. Qu'est-ce que c'est? On pensait tous qu'il allait être arabe. Et non, astuce. Il est Cherokee, il est indien Cherokee. Et là, ce qui nous permet de passer un nouveau pas dans le racisme, de faire toutes les blagues pourries et imaginables sur les Indiens d'Amérique, sur les natifs.
Donc un film dont on n'attendait pas grand chose et pourtant on est quand même déçu parce que donc formellement et bon à la fois l'écriture qui évidemment est déjà totalement ringarde, c'est ce que j'ai moi-même appelé du boomercore si tu veux, c'est vraiment vraiment l'humour de boomer de vieux le plus ramassis, le plus rance, le plus stupide que tu peux imaginer. Écrit et mis en scène par Julien Hervé. Mais qui est Julien Hervé, vous me direz? Eh bien, c'est un des scénaristes un des auteurs de Nulle part ailleurs et des Guignols de l'info, et qui s'est fait connaître au cinéma en écrivant les Tuches. Pas le premier, mais les Tuches 2, 3 et 4 notamment. Et donc là, il réalise son premier film pour le cinéma, donc Cocorico. Je ne sais même pas si j'ai dit le titre, mais vous le savez déjà, car vous êtes des bons Français, des bons cinéphiles. Car l'amour de la France est quand même très important dans ce film-là, qui est parsemé d'un rythme que nous qualifierons tantôt mou, tantôt de binaire. Après, on va dire une première demi-heure sur des relatives chapeaux de roue. Donc c'est là où on aura vraiment toutes les blagues sur les nazis, sur les bonnes portugais, sur le fait que la France c'est bien, on fait du bon vin, c'est quand même le plus beau pays du monde, comme dirait notre président Macron. Mais bon, on sait que Christian Clavier est quand même assez fan de Macron, comme nous le montrait déjà Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, donc le deuxième qui après le racisme classique du premier, là était parti qui mêlait à la fois un racisme traditionnel avec un suçage de couilles de la Macronie en bonne et due forme. C'était assez presque fascinant à voir. D'accord. Mais ça donne envie. Ça c'est quand même sacrément costaud. Et c'est emballé avec une mollesse, mais mon Dieu. Même dans la mise en scène, c'est vraiment du boomercore. C'est le truc le plus plat possible, le plus mou, où Bourdon et Clavier en fait jouent un peu le best-of de ceux pour qu'on les connaisse de leur persona. Donc Clavier surjoue le grand bourgeois qui fait des gestes, qui fait des effets de voix, qui essaye mollement de bouger parce qu'il a plus non plus une motricité absolue, on va dire. Et Bourdon donc se complet à jouer son personnage de français veule, méchant, arriviste, mais avec l'accent allemand. À un moment donné, j'ai craqué. Donc, les gens derrière moi au cinéma avaient l'air hilar, mais alors ils ont ri tout le temps. Et moi, à un moment donné, je me suis fait avoir un petit peu quand Clavier va voir Didier Bourdon. Didier Bourdon est habillé en bavarois, mais évidemment parce que du coup, il retrouve ses racines. Il ouvre la porte, il fait Allô. J'ai ri, j'ai craqué nerveusement. Ça arrive des fois. Donc malgré l'abattage de ces deux monstres, on peut dire littéralement des monstres. Hein, le scope est pour le coup assez nécessaire pour les mettre dans le cadre. C'est pas Michael Mann. Point Michael Mann. Voilà, non, c'est pas Hit. Non, voilà, c'est pas Hit. Hein, on les voit plusieurs fois à l'écran pour finalement un effet qui fait plouf. Voilà, ça fait plouf. Mais voilà, film encore fascinant de voir comme ce truc-là, ça va facile taper dans les 800 000 entrées, je pense. Ça va bien marcher correctement, tout ça. Mais il y avait du monde. La salle n'était pas remplie, hein. C'était une des grandes salles du Gaumont, c'était rempli à même pas la moitié, je dirais. Mais bon, en tout cas, une salle réactive, hein, qui en tout cas, ce film a une destinée incroyable. Ça nous promet en tout cas de beaux jours en termes politiques, mais ça vous le savez tous. Cocorico 2, hein, bientôt. D'autant que le film tease une suite, hein. Parce que donc, je te spoil encore. Hein. Donc, c'est le mariage des enfants, tout ça, ils sont beaux, ils sont contents, ils sont heureux. La famille s'est réunie, malgré leurs différences et malgré tout ce qui est quand même du sang qui n'est pas français, on reste avant tout français parce qu'on aime le camembert. La collaboration de classe, on en parlait dans Final la collaboration aussi, on aura des détails dessus, bien évidemment. Et donc, il y a eu une erreur dans les tests de Christian Clavier. On apprend que, pas une erreur dans les 15%, mais une erreur dans les 85%. Et alors là, le film s'arrête là-dessus. Ça promet monts et merveilles parce que finalement, il ne serait probablement pas si français que ça. Il serait clairement arabe là. Par contre, à mon avis, là, c'est parti. Ouais, il va être pied noir, tu vois, kabyle, comme ça. Ça promet hein, pour la suite. Évidemment qu'il y aura une suite, mais donc voilà, du bon boomercore bien mou qui nous rappelle que si de temps en temps dans le cinéma français il y a quand même des épiphénomènes, des choses qui sont plutôt bien faites, où on sent qu'il y a des scénaristes, des acteurs et des metteurs en scène qui veulent faire autre chose que de la simple comédie rance, raciste, racoleuse, épipoujadiste. Il y a quand même toujours les vieux darons qui sont là et qui creusent le même sillon depuis des années et clairement on n'a pas le cul sorti des ronces. Ouais. Voilà. Ça donne presque envie quand même, hein. Cocorico de Julien Hervé actuellement dans les salles. On va s'arrêter là, on va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Coup de cœur, car on ferait. Coup de cœur, ça va être de la musique, et puis on va rester un petit peu dans le côté sombre de l'existence, mais où il y a de la vie quand même qui arrive à surgir. Donc ça va être un groupe, Paradise Lost, une de mes madeleines. Pas inventeur, mais figure tutélaire du métal, ce qu'on peut appeler le métal gothique.
Et mon coup de cœur, ça sera surtout en fait ce qu'ils ont fait dans fin des années 90, début 2000, avec une espèce de trilogie moins métal, mais qui lorgne plus vers la New Wave, notamment Dépêche Mode, Ultra Convoqué. Donc ça va être One Second, l'album One Second, l'album Host, et puis l'album Believe in Nothing. Voilà, des tubes, en veux-tu, en voilà, un travail sur les synthés incroyable. Bon, bref, et puis cette voix de Nick Holmes qui te déchire, qui me déchire le cœur. Voilà, ce qu'ils ont fait, ils sont revenus ensuite, ils sont revenus sur la scène un petit peu métal avec des albums absolument fantastiques également. Mais voilà, cette trilogie-là est absolument incroyable. Merci. Alors moi, bien évidemment, pas aimé du tout. Oui. Mais bon, moi, je trouve ça incroyable. Merci Thibaut. Alors moi, ce sera 2 films revoir ce dimanche en salle, L'Enfer des armes de Choyark, absolument merveilleux, copie du Feu de Dieu qui respecte le grain, et ça reste toujours un des films les plus violents, les plus mal polis, les plus vénères que j'ai jamais vu. C'est absolument incroyable. Si vous avez la chance de pouvoir le revoir en salle, précipitez-vous et armez-vous parce que putain, c'est quand même sacrément costaud. Et sinon, un film philippin de John Torres de 2016, People Power Bombshells, The Diary of Vietnam Rose, où John Torres en fait est tombé sur les rushs d'un film tourné dans les années fin des années 70, ce qui n'a pas été terminé en grande partie sur la guerre du Vietnam. Donc il récupère ces rushs qui sont en très mauvais état, il les retravaille, il tourne de nouvelles scènes, il retourne, et il y a à la fois un caractère making-of et puis documentaire sur le film d'origine, tout en essayant de retravailler la matière. C'est absolument fascinant. Thibaut porte d'ailleurs son plus beau t-shirt de Paradise Lost ce soir, comme par hasard. Donc merci Thibaut, on va s'arrêter là. Merci Ulysse à la mise en son de cette émission. Prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.